Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension mais aussi le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique où nous nous demanderons avec Guillaume Brusson, co-responsable de l'activité gestion de fortune chez Sanso Longchamp Asset Management, comment maîtriser le prix d'exécution de ces ordres avec les ETF et notamment dans le cadre de la gestion sous mandat. Ce sera la première partie de l'émission. Si nous avons le temps, nous traiterons également de stratégie vis-à-vis de produits structurés que nous évoquerons également dans la deuxième partie de l'émission dans Enjeux Patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir Maxime Namis, le directeur d'Adequity chez Société Générale CIB, mais aussi Jean-François Flity, directeur associé d'Allure Finance au sein du groupe Astoria. Nous verrons avec eux comment construire ces produits structurés face à la volatilité actuelle sur les marchés, mais surtout pourquoi et comment évaluer sa valeur liquidative à l'heure actuelle dans le contexte de marché que nous connaissons. Ce sera donc la deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous reviendrons sur la loi de finances 2026 et notamment sur plusieurs points de cette loi de finances à prendre en compte dans une stratégie patrimoniale cette année. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous allons commencer tout de suite avec un focus sur la gestion sous mandat et plus particulièrement l'utilisation des ETF pour maîtriser son prix d'exécution. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Brusson. Bonjour Guillaume Brusson. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-responsable de l'activité gestion de fortune chez Sanso Longchamp Asset Management. Peut-être une question globale pour réagir à ce que l'on vit actuellement en matière d'incertitude, de questionnement politique, géopolitique, économique et donc sur ces placements ou ces investissements. Est-ce que ça change la manière de construire un portefeuille pour les épargnants ? En tout cas, ça l'atteste. C'est-à-dire qu'on est passé en quelques semaines d'un marché assez optimiste à un marché qui teste, à mon sens, la discipline des investisseurs, plus que leur capacité d'ailleurs à lire l'avenir. Et je pense que c'est dans ce cadre, notamment, que la gestion sous mandat peut faire la différence. Et justement, la gestion sous mandat, qu'est-ce qu'elle va venir apporter par rapport à des investissements plus classiques ? Elle va venir apporter de la discipline, c'est-à-dire qu'on avait échangé ensemble il y a quelques semaines de ça et on disait que l'enjeu était de ne pas lire les marchés de manière trop binaire. À l'époque, ça voulait surtout dire savoir résister à l'optimisme ambiant. Je pense qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est de savoir résister au bruit et à ce climat un peu anxiogène de court terme et à rester discipliné dans la manière dont on déploie les investissements. Et donc, ça veut dire faire appel à un gérant qui déploie peut-être de manière plus froide et en tout cas qui sait garder la tête froide dans des moments comme ça, des stratégies d'investissement. Quels sont les outils à la disposition du gérant, Guillaume ? Alors, ils sont multiples parce que c'est vrai qu'il ne faut pas voir l'investissement seulement sous l'aune des produits. En fait, chaque produit est un outil qu'il convient de déployer efficacement et l'enjeu, c'est de travailler sa complémentarité avec ce qu'il peut avoir dans le reste du portefeuille. Donc, la gestion active, évidemment, sur un certain nombre de stratégies, mais aussi les ETF et les produits structurés ont un rôle à jouer et c'est tout le panel aujourd'hui qu'un gérant sous mandat est susceptible d'exploiter. Alors, gestion active, c'est vrai que c'est ce qu'on imagine le plus dans le fait qu'un gérant puisse gérer à sa place sous mandat son portefeuille. Les ETF, vous les utilisez, un gérant peut les utiliser aussi pour maîtriser le prix d'exécution. Alors, dites-nous comment on utilise l'ETF, non pas comme un complément d'investissement, mais comme un outil d'investissement. C'est vrai que les ETF sont souvent mis en avant pour leurs frais pour le moins contenus et à notre sens, les ETF, en tout cas dans le cadre de la gestion sous mandat, sont davantage un outil de précision qu'un outil low cost et peuvent même être utilisés dans une logique transitoire pour s'exposer à un fonds de gestion actif. D'accord. Si vous êtes un investisseur avisé et vous avez décidé de jouer, d'investir à 4800 points en plein coup de semonce tarifaire de notre ami Donald Trump, vous prenez la décision donc sur la zone de support long terme autour des 4800 points. Si vous le faites avec un ETF, vous maîtrisez le prix auquel vous rentrez. D'accord. Vous prenez la décision exactement au même moment, donc juste avant que Donald Trump tweet Great time to buy à 4800 points. Parce que là, on parle de l'or, c'est ça ? Non, du S&P 500. Du S&P 500, oui. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu loin, parce qu'aujourd'hui, on est un peu loin des 4800, mais c'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc, l'idée, c'est que si jamais vous achetez l'ETF, vous maîtrisez le prix auquel vous êtes exécuté, en l'occurrence sur la zone des 4830, vous prenez la décision au même moment sur un fonds de gestion actif et vous êtes exécuté au mieux le soir même et dans des marchés très volatiles comme à l'époque, ça peut vous amener à être exécuté finalement 10% plus haut, ce qui correspond presque
presque au tiers du potentiel de rebond de l'indice jusqu'à la fin de l'année. Donc ça illustre bien que même lorsque l'idée est d'investir sur un fonds de gestion actif, l'ETF peut être un outil transitoire pour ensuite basculer vers un gestionnaire qui a prouvé sa capacité à créer de l'alpha. Mais en tout cas, la maîtrise du prix auquel on intervient est précieuse dans différents cadres. Évidemment, dans le cadre de l'investissement progressif, quand un portefeuille est sous-investi et que la nécessité est de pouvoir ajuster le bêta du portefeuille de manière assez marquée quand le marché en offre l'opportunité. Et pour ce faire, l'ETF est un outil assez puissant. Et cet avantage est, à mon sens, pas souvent mis en avant. Ce côté immédiat sur le marché qui vient du coup sacraliser la stratégie du gérant à l'instant T, au moment où il prend la décision. C'est pas le premier usage de l'ETF, mais ça permet de cristalliser quelque part la stratégie et d'anticiper les variations de marché. Et de prendre parfois des positions un peu plus marquées, parce que, et c'est somme toute assez logique, quand on ne maîtrise pas le prix auquel on est exécuté dans des marchés plus volatiles, on a tendance à réduire la taille des positions. Bien sûr. Et lors de nos précédents échanges, on avait notamment abordé la nécessité d'investir progressivement, de se méfier de l'effet de base quand les marchés sont exigeants en termes de valorisation et que tous les compteurs semblent au vert. Bon, c'est vrai que ça paraissait très théorique quand on avait cet échange il y a quelques semaines de ça. Aujourd'hui, on est clairement dans le cas pratique et dans cette logique de gérer le timing avec lequel les investisseurs rentrent sur le marché et de ne pas le rendre hasardeux. En fait, quelques exemples en tête de portefeuilles qui ont été ouverts mi-février, donc rétrospectivement au plus haut des marchés. Et le fait de pouvoir gérer efficacement le timing de leur exposition et d'exploiter la volatilité pour ajuster rapidement leur rythme d'exposition est primordial à mon sens. Et les ETF sont un des outils qui nous permettent de parvenir à cet objectif. Pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de valeur du S&P 500, on parle de valeur très liquide. Le prix l'exécution de l'ordre n'est pas immédiate. Il peut y avoir des variations quand même. Vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez même saisir un ordre dans la machine et déterminer à l'avance le prix auquel vous souhaitez être exécuté. Donc ça permet de travailler en amont sur tout un ensemble de portefeuilles et de bien calibrer le poids qu'on entend mettre dans chaque véhicule. Mais oui, l'avantage principal, c'est ça, c'est que vous rentrez votre ordre dans la machine, soit au prix du marché, donc à l'instant T, soit là, avec un prix déjà défini, et c'est immédiat, exactement. Autre outil, les produits structurés. Comment est-ce qu'on les utilise quand on fait de la gestion sous mandat pour compte d'épargnants? C'est quoi? C'est dans une logique de protection, de couverture ou d'investissement? En fait, ça peut répondre à un certain nombre d'objectifs, une logique de couverture ou au contraire de prise de risque maîtrisée dans un marché volatile, comme on l'a dit. Déjà, ce qu'on peut dire sur les produits structurés, c'est que c'est plus un marché de niche. Je prends comme exemple souvent les dernières données des autorités de contrôle. Là, ça représentait moins de 9% en 2021 des unités de compte, un peu plus de 11% en 2023. Et si je devais me livrer un petit pronostic, je dirais qu'on pourrait s'approcher des 15%, si ce n'est fin 2025, en tout cas en 2026. Mais ce qu'on dit souvent aussi sur le sujet, c'est que le plus souvent, l'attractivité de ces produits, est jugé en absolu, alors que, comme on l'a dit par ailleurs, l'intérêt, c'est de travailler ces produits en complémentarité à ce qu'il peut avoir en portefeuille. Donc, dans des marchés volatiles comme aujourd'hui, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour reprendre du risque à bon escient et, à contrario, dans certaines phases de marché, pour apporter de la convexité au portefeuille. Mais ce qui est important, en tout cas, à mon sens, c'est de jauger de leur attractivité, de réfléchir à la complémentarité des différents produits structurés qu'on peut intégrer dans un portefeuille. Et pour ce faire, une société de gestion qui dispose de l'argument de l'autorisation de construire des produits complexes et surtout qui a cette logique de construction de portefeuille et de relativité aux autres investissements est primordiale à mon sens pour les utiliser de la meilleure manière. Merci Guillaume Brusson de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes co-responsable de l'activité gestion de fortune chez Sanso Longchamp Asset Management. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons faire un focus sur les produits structurés dans le contexte actuel avec plusieurs questions que nous allons nous poser. Comment évaluer la valeur liquidative d'un portefeuille de produits structurés? Comment construire ces produits structurés face à la volatilité actuelle? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-François Flity. Bonjour Jean-François Flity. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé d'Allure Finance au sein du groupe Astoria. On a le plaisir d'accueillir également Maxime Namisle. Bonjour Maxime Namisle. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'Adequity au sein de Société Générale CIB. On va peut-être commencer avec vous, Jean-François, pour essayer de comprendre cet environnement macroéconomique dans lequel on réalise ces investissements aujourd'hui. On a l'impression qu'une inquiétude en chasse une autre, que les questionnements sont politiques, géopolitiques, économiques, et avec surtout aujourd'hui ce qui se passe en Iran, le focus sur le cours du pétrole et son impact sur les marchés financiers. Comment est-ce que vous comprenez la conjoncture mondiale à l'heure actuelle et son incidence sur les stratégies d'investissement ? Alors la macroéconomie a des conséquences immédiates, non seulement sur les marchés, sur les entreprises, sur les consommateurs. En l'espèce, le conflit au Moyen-Orient, qui semble durer, a un impact très fort sur les cours du pétrole. Cette remontée jamais vue aussi rapide sur les cours du pétrole qui sont passés à plus de $100, donc 40% d'augmentation en 2 semaines, a induit une hausse des taux. Et cette hausse des taux est en train de créer également, avec le pétrole, un petit choc inflationniste. Donc effectivement, toutes ces données sont en train de recomposer complètement la consommation, les investissements, et bien entendu à avoir des conséquences économiques pour leurs acteurs. C'est la composante taux qui doit être regardée de près aussi par les professionnels de l'investissement et les investisseurs en conséquence de ce qu'on voit actuellement se jouer au Moyen-Orient ? Alors tout à fait, parce que la remontée des taux a non seulement une conséquence importante sur les portefeuilles obligataires, car qui dit remontée des taux rapides dit baisse des portefeuilles obligataires, mais également dit des financements plus chers, dit également on entraîne la conséquence sur les taux des banques centrales, puisque les banques centrales qui pensaient baisser les taux, on ne parle plus du tout de baisse des taux. Là, on parle justement de hausse à venir. Et qui dit hausse des taux à venir induit d'autres conséquences, notamment sur les financements, bien sûr sur l'immobilier, puisque ça va avoir une conséquence très forte sur la valorisation de l'immobilier. Ça va avoir également une conséquence sur le pouvoir d'achat des consommateurs, sur les investissements des entreprises, et également qui dit on est sur le point d'avoir ce qu'on appelle une stagflation. Stagflation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à la fois hausse des taux et baisse de la croissance. Tout cela est très mauvais pour notre économie, en tout cas pour les économies occidentales. C'est ce que veut bien entendu l'Iran. Donc l'Iran est en train de vouloir un conflit long pour entraîner des conséquences économiques majeures sur l'Occident. Et derrière, bien entendu, il faut agir en conséquence, il faut être conseillé pour pouvoir essayer de réagir rapidement et le plus opportunément possible dans la défense de nos clients et pour protéger leur patrimoine. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de son portefeuille, avec notamment la valeur liquidative d'un portefeuille, Jean-François Flitti, pour bien comprendre, on tourne cette émission en mars 2026. On a complètement remis en cause les scénarios d'investissement qu'on avait en janvier 2026 ou en décembre 2025 ? On les a remis en cause, pas complètement, mais oui, puisque globalement, la hausse des taux très rapide induit une surveillance sur le marché obligataire qui va perdre de la valeur, induit des problématiques sur l'immobilier, induit également des problématiques sur les actions. Donc il y a vraiment des choix à reconsidérer. Maxime Namisle, justement, quand on veut reconsidérer ses choix, on peut se poser la question de son portefeuille existant, notamment en matière de produits structurés. Et avant de décider d'arbitrer ou non, la première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je valorise mon portefeuille et notamment comment est-ce que j'évalue la valeur liquidative de mon portefeuille, Maxime. Merci Nicolas. Donc en fait, ce que disait Jean-François, effectivement, c'est que depuis le début de l'année, on est quand même dans un marché qui est très tendu. Voilà, la situation macroéconomique et la situation géopolitique font qu'on a de la volatilité sur les marchés, de la volatilité sur le marché des matières premières avec la hausse des prix du pétrole, de la volatilité sur le marché des taux. Voilà, on a une très forte augmentation des taux en 2 semaines. Par exemple, le taux de référence 10 ans en France est passé en Europe est passé de 2,70 à 3 en l'espace de quelques jours, voilà, donc c'est extrêmement rapide, extrêmement violent, et on constate aussi cette volatilité sur les marchés d'actions. Voilà. Et qui dit mouvement important sur le marché dit valorisation aussi qui va être changeante sur les produits structurés.
Un produit structuré, qu'est-ce que c'est à la base? Un produit structuré, c'est un titre de créance. Mhm. Voilà. Donc un titre de créance, c'est une obligation. Donc lorsque un client investit dans une solution structurée de Société Générale, il a un titre de créance de Société Générale. Donc un des éléments majeurs qui va impacter la valorisation de ce produit-là, ça va être l'évolution des taux d'intérêt et l'évolution de ce qu'on appelle les spreads de refinancement bancaire, les conditions de refinancement d'une banque en particulier, ici par exemple Société Générale. Lorsque les taux d'intérêt, et je vais prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus récent, lorsque les taux d'intérêt augmentent de manière assez substantielle comme ça a été le cas, ça a tendance à faire baisser les valeurs liquidatives. Et c'est d'autant plus marqué sur une certaine typologie de produits, c'est-à-dire sur les produits à capital garanti qui sont extrêmement sensibles à l'augmentation des taux d'intérêt. Voilà. Maintenant, je vous ai dit, c'est un titre de créance, mais certains de ces produits structurés vont être indexés à la performance d'un panier d'actions, d'un indice, d'une seule action. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est les produits de type autocall, Athena, Phoenix, que le marché connaît très bien. Ces produits-là, ils sont composés en plus de la partie obligataire, d'une partie optionnelle qui donne l'exposition au marché action. Voilà. Donc ça peut être des options d'achat, les calls, des options de coût, de vente, les puts, pardon. Ouais. Ces options-là vont avoir une sensibilité au marché action. Voilà. Les deux sensibilités majeures sont évidemment la première, l'évolution de la performance, voilà, du panier ou de l'action. Dans un produit structuré, traditionnellement, lorsque votre sous-jacent performe, donc il y a une performance positive, ça a tendance à faire monter la valeur liquidative. C'est assez logique. Et on a aussi la volatilité. La volatilité, comment elle va intervenir dans ce type de produit, donc les produits type autocall, Athena, Phoenix, elle va intervenir d'une certaine manière, c'est-à-dire que si elle augmente, ça va faire augmenter le risque du produit. Voilà. Et si le risque du produit augmente, on va avoir une valeur qui va avoir tendance à baisser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Lorsqu'on a déjà lancé un produit, toutes les conditions sont fixées. Voilà. Dans un environnement de risque qui est fixé donc à un temps T, mais dans le passé, avec un niveau de coupon qui correspondait à cet environnement de risque à l'époque. Mais lorsque le produit est lancé et constitué aujourd'hui, l'environnement de risque a évolué. Et il se voit avec la volatilité. Et lorsqu'un investisseur maintenant veut investir dans ce produit-là, dont les conditions, notamment le rendement a été fixé il y a quelques semaines, ont été faits dans des conditions de volatilité différentes, aujourd'hui, il est en droit de dire, en fait, je veux bien continuer à investir dans ce produit-là, mais pas au prix auquel je l'aurais payé dans un contexte de volatilité qui était plus faible. D'accord, voilà. Donc ça fait baisser la valorisation. Ça fait baisser la valorisation du produit. C'est ça la façon dont intervient la volatilité sur la valeur d'un produit structuré aujourd'hui. Et ce qui permet à toutes celles et ceux qui nous écoutent d'essayer de comprendre comment évaluer la valeur liquidative de son portefeuille. Un mot peut-être, Jean-François Fitti, on a parlé de valeur liquidative de produits structurés, peut-être sur la liquidité qu'apportent les produits structurés sur le marché aujourd'hui. Bien sûr. Alors, en fait, dans des conditions normales de marché, l'émetteur, en l'espèce la Société Générale, garantit tous les jours une liquidité de sa solution avec ce qu'on appelle un bid-ask, c'est-à-dire une fourchette de prix d'achat de vente dans la limite en général d'1%. C'est-à-dire que lorsque la solution est valorisée, admettons 108, donc avec 8% de gain, un client qui aurait besoin de son argent, qui aurait besoin de ses liquidités, eh bien pourrait, dans la limite de 1% de ce qu'on appelle de bid-ask, donc à 107, il pourrait reprendre immédiatement ses liquidités. Et le deuxième facteur, c'est que l'assureur, en France, garantit également cette liquidité. Donc il y a une double garantie. La garantie d'une part de l'émetteur. Donc c'est là où il faut prendre un émetteur de grande qualité, une grande banque, et notamment une grande banque française comme la Société Générale, qui permet justement, de garantir, puisque c'est sur le bilan de la Société Générale que la Société Générale va garantir à ses clients cette liquidité, et puis ensuite un assureur de qualité qui lui va donner une double garantie pour permettre la liquidité tous les jours, une liquidité quotidienne. Maxime Namisl, si on veut investir dans les produits structurés à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on construit, quels sont son portefeuille, quelles sont les solutions qui existent dans le contexte de volatilité qu'on connaît aujourd'hui? Dans le contexte de volatilité qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on navigue tout de même un peu à vue. C'est un peu difficile de prédire tous ces événements exogènes, macroéconomiques, géopolitiques. Nous, ce qu'on préconise en termes de solutions, c'est de la diversification. C'est le maître mot. Ça peut paraître bateau, mais pourtant c'est clé aussi pour le produit structuré. On peut avoir une première forme de diversification
dans la typologie et la catégorie de produits qu'on choisit. Nous, ce qu'on conseille à notre client, c'est de souscrire à des produits, par exemple, à capital garanti, indexés sur des taux d'intérêt, également de souscrire à des produits actions type Athena et Phoenix sur des paniers d'actions, voilà, de telle sorte à savoir différentes indexations et d'essayer de profiter des différentes opportunités de marché qu'on peut avoir. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, la volatilité sur les taux, ça crée des opportunités. La volatilité sur les actions, ça crée aussi des opportunités pour les produits structurés. Maintenant, si je reviens sur la partie action, voilà, le principe du produit structuré, et je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes en le disant, mais on reste indexé à la performance d'un actif sous-jacent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que si l'actif monte, on va délivrer un rendement. Si l'actif baisse, on va potentiellement perdre en capital. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de garder un portefeuille diversifié pour ce sous-jacent, un panier d'actions ou un indice, de telle sorte à ce que si ça se passe mal pour une action, et ça peut arriver, on l'a vu par le passé, parfois il y a des problèmes de gestion dans les sociétés qui font que ça se passe mal sur une action spécifique, eh bien si vous avez un portefeuille diversifié, vous allez limiter le risque de baisse extrême. Bien sûr. À terme. Et c'est là que l'analyse que l'on fait chez Allure Astoria est essentielle, puisque analyser de façon sectorielle d'une part et analyser de façon encore plus précise une certaine catégorie de sociétés. Là, par exemple, nous, nos dernières solutions sont sur le domaine bancaire, sont sur des sociétés comme Orange, avec ce qui se passe sur la cession de SFR, on a préconisé des sociétés comme Total, avec justement la hausse du pétrole. Mais c'est pas d'aujourd'hui. On préconise ces choix parce qu'on pense que l'énergie est une denrée rare. On pense que les télécoms, c'est un secteur qui justement a de l'avenir. On pense que les banques sont les grandes banques, les banques bien gérées sont un investissement pertinent pour nos clients. Et c'est la raison pour laquelle on arrive à donner des performances, des rendements compris entre 9 et 11% actuellement, avec surtout une très grosse protection du capital. Et c'est là, justement, où le produit structuré, dans ce contexte de marché volatile, permet à nos clients, au-delà du rendement, au-delà de la performance, d'avoir en plus une protection de son portefeuille qu'ils ne pourraient pas avoir dans un véhicule d'assurance-vie. Merci messieurs de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Merci Maxime Namis, le directeur d'Adequity au sein de Société Générale CIB. Merci Jean-François Flity, directeur associé d'Allure Finance au sein du groupe Astoria. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et dans l'œil de l'expert, nous allons revenir sur différentes dispositions de la loi de finances 2026 à bien avoir en tête pour sa stratégie d'investissement ou sa stratégie patrimoniale cette année. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Bénédicte Druhen. Bonjour Bénédicte. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes banquière privée en gestion de fortune chez Bred Banque Privée. Et alors, parmi les premiers points que vous avez relevés, tout d'abord, on parle d'une hausse des prélèvements sociaux sur une partie du capital. Tout à fait. Effectivement, la première modification apportée à la loi de finances, c'est cette fameuse hausse sur les prélèvements sociaux, alors qui ne touche pas tous les revenus du capital. Elle touche les intérêts, les dividendes, les plus-values sur valeur mobilière. Elle ne touche pas l'assurance vie, les revenus fonciers et la plupart des plus-values mobilières. Ça, c'est déjà important de le noter. Et donc, du coup, effectivement, cette loi, elle va faire passer le taux de 17 de 17,2 à 18,6. Donc, ça fait passer la flat tax de 30 à 31,24. Et ça va forcément amener finalement des réflexions de se dire est-ce que ça vaut pas le coup de peut-être réfléchir un peu plus dans mes investissements au dispositif fiscal ou à l'enveloppe fiscale que je vais privilégier, type assurance vie ou PEA par exemple. Et puis le deuxième point effectivement qui va peut-être m'être amené à réfléchir, c'est de dire j'ai peut-être intérêt à privilégier des investissements plus long terme, puisque dès lors que je vais faire des arbitrages en compte-titres, je vais avoir finalement une fiscalité un peu plus lourde. Après, on va être très réaliste, cette mesure, elle est quand même limitée, parce que pour 10 000 euros d'intérêt, on parle de 140 euros de prélèvement supplémentaire. Ce n'est pas non plus une modification substantielle. Exactement, tout à fait. Autre élément à avoir en tête, c'est le durcissement du dispositif d'apport-cession, le 150 0 BTR. Tout à fait, le fameux report d'imposition. Le rapport d'imposition, pour mémoire, c'est quoi? Ça consiste à dire que quand j'apporte les titres de ma société à une holding que je contrôle, je déclenche une plus-value et cette plus-value, normalement, elle est soumise à fiscalité. Et l'administration fiscale me permet de reporter finalement cette imposition à plus tard. À quel moment? Au moment soit où je vais vendre les titres de la holding, soit au moment où la holding va vendre mes titres de société, soit si jamais je pars à l'étranger.
Ce régime-là, il a été effectivement durci aujourd'hui parce que, donc sur plusieurs points, pardon. Oui. La durée de remploi, alors déjà le montant remploi, donc dans une activité économique, ce qui est la contrainte qui est demandée, il passe de 60 à 70%. La durée de remploi, elle passe de 2 à 3 ans, mais ça c'est plutôt positif parce que finalement on se rendait compte avec le temps que 2 ans c'était quand même assez rapide. Certains actifs sont exclus. On voyait beaucoup de remplois dans des actifs immobilières, financières et ainsi de suite. Ça aussi, on oublie. Et puis la conservation, elle est plus de 1 an, mais elle est désormais de 5 ans. Donc tous ces sujets-là font que finalement le côté apport qui était vraiment cash out, ainsi de suite, et puis je remploie 1 an et après je suis tranquille et je m'évite l'imposition, il va vraiment effectivement être amené à évoluer et il va falloir qu'on anticipe de plus en plus les cessions pour justement pouvoir préparer ça et avoir l'idée que compte tenu de ces contraintes-là, je vais avoir beaucoup moins de liquidité à court terme sur mes opérations. J'enchaîne avec une autre évolution. Cette fois-ci, c'est l'évolution du pacte Dutreil, Bénédicte. Alors le Dutreil, il a bougé, mais finalement un peu moins que ce qu'on escomptait. Il y a 2 choses principalement qui ont été vues dans le Dutreil. La première, c'est qu'on a exclu tous les actifs dits somptuaires, les bijoux, les bateaux de plaisance, les véhicules de tourisme, ainsi de suite. Et le deuxième, c'est qu'on a rallongé effectivement la durée de conservation individuelle de 4 à 6 ans. Pour mémoire, le Dutreil, c'est quoi ? C'est de dire je vais effectivement bénéficier d'une exonération conséquente, 75% sur la base taxable, dès lors qu'effectivement je m'engage collectivement et individuellement à conserver les titres de l'entreprise et aussi à maintenir la direction au sein de l'entreprise. Donc là encore, c'est un point qu'il va falloir regarder au regard des stratégies patrimoniales et ça vaut le coup de refaire le point avec ses conseils, donc experts comptables, notaires, avocats ou ingénieurs patrimonial, pour se dire vraiment est-ce que mon pacte et ma gouvernance est toujours bien adaptée et puis avoir une stratégie effectivement plus long terme aussi dans la réflexion de la mise en place de ces dispositifs. Et alors, la dernière chose à regarder, c'est la taxe sur les holdings. Tout simplement, on en a beaucoup parlé. Cette fameuse taxe qui devait être la taxe Zuckman, effectivement, qui a beaucoup fait frémir pas mal de clients, effectivement, détenteurs de holding. Donc finalement, cette taxe, elle est assez réduite. Elle est réduite, effectivement, donc aux sociétés françaises ou étrangères qui détiennent au moins 5 millions d'euros d'actifs, qui sont détenus à 50% directement ou indirectement par des personnes physiques. Non, directement, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et dont les revenus sont à 50% de nature passive, donc ça veut dire intérêt, dividendes, loyer. Et cette taxe-là, elle va porter finalement uniquement sur les actifs somptuaires, donc là encore véhicules, bijoux et ainsi de suite. Il y a un sujet sur l'immobilier qui n'est pas très clair, où effectivement on taxerait a priori l'immobilier qui n'est pas loué, donc qui est mis à disposition des associés mais qui n'est pas loué dans un prix de marché. Et donc cette taxe, elle va porter sur 20%. Donc ces actifs-là, sur leur valeur vénale, et ce sera valable pour tous les bilans effectivement clôturés au 31/12/2026. Donc voilà, tous ces éléments-là, tous ces points qu'on vient d'évoquer, au final, ils disent quoi ? Ils disent que de plus en plus, il va falloir anticiper, réfléchir effectivement à l'intérêt d'une holding dans une logique patrimoniale, et bien se poser la question et retravailler régulièrement, que ce soit l'immobilier, la structuration des actifs financiers au sein de ma holding, pour voir effectivement comment optimiser les choses, tout en restant dans le cadre des nouveaux dispositifs. Et en ayant en tête que ça peut bouger l'année prochaine. Tout à fait. Et les années suivantes. C'est le sens de l'histoire, je pense. Les choses, à mon avis, vont se durcir effectivement de plus en plus. Merci Bénédicte Druhen de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes banquière privée en gestion de fortune chez Bray de Banque Privée. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.